L'Atlantique 2 de la Marine nationale effectuait un vol de surveillance au-dessus de la mer Baltique lorsqu'il a été pris pour cible par un radar de l'armée russe. Regardez ce que dit l'armée française. Nous sommes victimes d'une tentative de brouillage ainsi que d'une désignation par un radar de conduite de tir selon une communication de l'armée. Comment cela s'opère concrètement, Xavier Titelman? Quand un avion utilise son radar, donc c'est le cas de l'Atlantique 2 qui a un radar quand il fait de la patrouille maritime, il est là pour aller vérifier que les bateaux présents ne sont pas en train de couper de nouveau des câbles comme les Russes l'ont fait plusieurs fois. Donc il utilise son propre radar. Brouiller son radar, ça veut dire que les Russes essayent d'émettre une fréquence radar qui est exactement la même que celle du radar de l'avion, et du coup ça risque de noyer et que le bruit ambiant fait qu'il n'aurait plus d'écho. Donc ça c'est le premier élément, il ne peut plus réaliser sa mission. Heureusement, on a du matériel qui est quand même résistant face à ce genre de brouillage. Le deuxième élément, c'est que les Russes ont éclairé l'avion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un radar qui va être par exemple sur un bateau, ça va tourner à 360 degrés, et puis donc ça ne nous cible pas particulièrement. Mais là, c'est un radar qui a désigné l'avion et qui l'a suivi très exactement. Normalement, c'est fait pour que le radar fournisse au missile l'information pour aller taper sur cette cible. Et l'équipage ne sait pas s'il y a un missile qui est en train de lui arriver dessus à 6000 km/h. Il y a des précédents. La Russie a tiré sur un avion anglais dans la mer Noire. Heureusement, le missile n'a pas fonctionné. Mais c'était un avion qui était habité à l'époque, un Sukhoi 27 qui a tiré sur un RC-135. Le mois dernier, ils ont tiré au canon sur un hélicoptère allemand en mer Baltique également. Donc on a cette accumulation d'agressivité, d'agression russe qui fait que là, on risque simplement la vie de nos hommes et qui ont eu la sagesse et le professionnalisme de ne pas réagir, mais ils risquent réellement leur vie. On parle d'illumination, ce sont les mots qu'a utilisé le ministre des Armées. Il dit que l'avion de patrouille a été illuminé par le radar de conduite de tir d'un système de défense sol-air S-400. Oui. Je vous pose la question parce que l'illumination en langage militaire, c'est un terme spécifique. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos téléspectateurs ? Alors, comme je disais à l'instant, il y a différents types de radars. On illumine, ça veut dire qu'on va vraiment s'accrocher sur une cible. C'est qu'on est en train, c'est le point rouge d'un sniper qui est sur votre front. Ça veut dire que vous ne savez pas si ça va partir dans une seconde ou si finalement ils vont baisser la garde. Mais c'est-à-dire qu'en termes de gravité militaire, vous êtes légitimement en droit de répondre. À minima, d'illuminer vous aussi votre agresseur, qui peut tellement vous tirer dessus, mais vous n'aurez pas forcément le temps de répondre si jamais lui il tire, parce que ça va vraiment trop vite. Ou alors de tirer par précaution. Donc on est vraiment sur un niveau d'agressivité qui est inédit, qui n'existait pas à l'époque de la guerre froide, parce qu'il y avait un équilibre qui se faisait, et puis il n'y avait pas de volonté hégémonique ou impérialiste ou de s'étendre de la part de l'URSS, ce qui n'est pas le cas de la Russie aujourd'hui, qui est très clairement vindicative et qui répète 2 fois en une semaine sa volonté de réannexer les États baltes. Donc on a cette illumination qui, dans l'avion, en fait, c'est un système de guerre électronique. C'est ce qu'on voit sur la boule qui est sur la queue de l'avion et sur le bout des ailes de cet avion. L'Atlantique 2, j'étais navigateur sur cet appareil. Donc je le connais bien. Et dans l'avion, on va en parler dans cette il y a un détecteur qui permet de voir qu'on est vraiment illuminé. Justement, avion que vous connaissez, Xavier Titelman, vous avez été détecteur et navigateur aérien à bord. On le voit, on va le voir sur ces images où elles vont arriver dans un instant. Quelle est la spécificité de l'Atlantique 2 ? Quelle a été réellement la réponse de l'armée française à bord de cet avion ? Alors, c'est un avion qui sait faire énormément de choses. C'est un avion qui est, à la base, il peut larguer des bouées pour écouter les sous-marins. Moi, j'ai mesuré des nappes de pétrole, on a compté les baleines, donc on a plein de choses différentes qu'on peut faire avec cet avion. Là, il est venu faire de la surveillance maritime pour vérifier qu'un pêcheur qui est dans la zone n'est pas en train de larguer un câble pour crocher et pour détruire un câble sous-marin. Donc, il a été vérifié 200 navires dans une seule patrouille, puisqu'il peut voler pendant 14 heures avec 15 personnes à bord de l'avion. Il est très gros, il décolle du sol, c'est un avion de la Marine nationale, mais qui décolle pas n'importe avion. Et donc, quand il va dans cette zone-là, on ne sait pas s'il est armé. Il a décollé de Bretagne. Il a décollé de Lorient, la base de l'Anbiway. Il a été effectivement jusque là-bas, mais comme c'est un avion qui vole très très longtemps, il a la possibilité de faire des allers-retours. Moi, en décollant du Sénégal, on a fait des missions qui étaient en plein milieu de l'Atlantique. On a fait des missions de 14 heures au-dessus du Tchad. Donc c'est un avion qui peut voler vraiment pendant très longtemps, et c'est pour ça qu'on est 15 personnes à bord pour pouvoir se relayer. C'est un avion qui est très très complexe et très complet, et qui a été modernisé plusieurs fois. Il a des caméras infrarouges qui permettent de voir avec grande précision ce qui se passe à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Il a des capteurs
de guerre électronique. Et c'est ça qui permet de classifier le type de radar qui nous a accrochés. C'est ça qui permet de savoir que c'est pas juste un radar qui passait par là, c'est un radar de tir d'un système de défense aérien qui s'appelle le S-400, qui a des missiles qui peuvent aller en gros à 300 km de distance. C'est-à-dire qu'on est réellement dans la bulle d'interception possible de la Russie quand on est dans cette zone-là. Et donc, logiquement, tous les pays de la zone peuvent avoir des radars, mais accrocher militairement, même entre alliés, même dans les exercices, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Quelle peut être, ou quelle a été donc la réponse de l'armée française? Comment peut-on dissuader l'ennemi dans ces circonstances-là sans rentrer dans quelque chose de frontal? Alors, encore une fois, c'était un missile qui était basé au sol de la part des Russes. Ça, c'est un avion de patrouille maritime. Donc, il a des missiles anti-navires, il a des torpilles contre les sous-marins et il a des bombes qui peuvent planer jusqu'au sol à peu près à 70 km de portée. Mais il n'a pas de missiles de croisière qui auraient été en mesure de détruire le système S-400 qui nous éclairait à ce moment-là. C'est-à-dire que il nous tire dessus, on a le point rouge du sniper sur le front, mais nous, on n'a pas la possibilité avec cet avion seul de répondre. Donc, la logique, ce qu'ont fait les Anglais après s'être fait tirer dessus en 2022, c'est que tous leurs avions sont désormais accompagnés par des avions de chasse capables de répondre. C'est-à-dire que la prochaine fois, si on a des Rafales qui sont déployés dans la zone pour la réassurance, puisque la Russie viole régulièrement les espaces aériens des pays de la région, eh bien peut-être que les Rafales devront faire des patrouilles avec l'Atlantique 2 pour être capables de désigner et d'expliquer à ce missile qui nous vise, eh ben nous aussi on est capable de détruire si jamais tu tirais également. Je dis les Rafales, ça peut être les Gripen suédois, les F-18 finlandais ou les F-16 des pays de la région. On va voir cette patrouille française en mer Baltique. C'est important de rappeler ce que faisait justement cette patrouille dans cette zone-là, puisque c'est une zone de déstabilisation russe. Vous avez parlé notamment de ces câbles qui ont été coupés, mais également les responsables de l'OTAN se sont exprimés à ce sujet. Écoutez. Je ne veux pas parler de ce cas en particulier. Mais de façon générale, ce type d'incident est assez répandu. C'est sérieux et cela va au-delà des frontières de l'Europe. Lui, il dit que c'est répandu. Alors que vous avez pointé du doigt le caractère exceptionnel de ce qu'il s'est passé. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais heureusement que les Russes ne nous tirent pas tous les jours dessus. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une répétition de faits d'une gravité croissante qui sont conduits par les Russes. Et pas que depuis la guerre. En 2013, ils ont fait une attaque simulée dans laquelle ils ont violé l'espace aérien suédois, dans lequel il y avait 2 bombardiers stratégiques et 4 chasseurs qui les accompagnaient, donc 6 avions de chasse, qui rentrent dans l'espace aérien pour simuler une attaque sur des bases aériennes. Donc les Russes, alors que objectivement, on ne viole jamais l'espace aérien russe. En 2022, les Russes ont fait voler un Sukhoi 27 dans l'espace aérien suédois avec une bombe atomique en dessous du Sukhoi 27. Donc on est sur un niveau de gravité qui est élevé, qui est catastrophique, qui est dramatique. Et oui, c'est devenu presque de la normale. Sauf que comme on n'a pas pris la bonne habitude de répondre au même niveau de leurs agressions, on aurait dû continuer à le faire. Quand la Turquie a un avion russe qui a violé son espace aérien en 2015, ils l'ont abattu. Quelle a été la conséquence pour la Turquie? Eh ben, ils sont plus embêtés. Voilà. Pendant un temps. Ils ne sont plus. Il n'y a plus aucun avion russe qui va violer l'espace aérien de la Turquie. Aujourd'hui, vous avez des missiles russes qui violent l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie. Vous avez des avions de chasse dans les pays baltes. Vous avez même des drones d'observation qui survolent l'Allemagne pour aller voir les sites chimiques et nucléaires. Et on va peut-être se poser la question si on va s'autoriser à les abattre. Vous savez quel est le pays qui abat le plus de missiles de croisière russes? C'est la Biélorussie. Parce que eux, quand il y a un missile russe qui se perd, eh ben ils l'abattent. Oui, mais vous voyez bien, Xavier Titelman, les relations ne sont pas les mêmes. Turquie-Russie, OTAN-Russie. On n'est pas du tout dans le même type de discussion possible. La Turquie est un pays de l'OTAN. Et une escalade entre la Turquie et la Russie aurait conduit à une guerre entre la Russie et l'OTAN. La fermeté turque a eu pour conséquence d'arrêter les Russes dans la zone. Si demain on décide d'intercepter et de détruire la totalité de tous les vecteurs aériens qui violent nos espaces aériens illégalement, c'est légitime. Et les Russes répondront exactement de la même manière. Si on se montre ferme, ils arrêtent d'essayer de continuer, de progresser et de nous menacer. Mais aujourd'hui, les menaces, tant qu'on ne répond pas, ils iront toujours plus loin. La prochaine fois qu'ils abattront, qu'ils tireront sur un avion,
est-ce que par hasard le missile ne fonctionnera pas comme c'était le cas sur les Britanniques, parce qu'ils ont tiré un missile qui n'a pas fonctionné quand même. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a eue de ne pas avoir un début de Troisième Guerre mondiale à ce moment-là. Vous ne croyez donc pas à la logique de l'escalade? Mais les Russes cherchent à escalader. Et tant que nous reculerons à chacune de leurs provocations, les iront encore plus loin. Détruire nos câbles sous-marins, attaquer nos avions, violer nos espaces aériens, faire tomber des bombes minces par hasard. Désolé, il y a une bombe qui est tombée en Roumanie. Mais donc, comment ça se fait qu'on est les seuls à accepter ça? Est-ce qu'on imagine qu'un Rafale français va violer l'espace aérien russe? Il serait abattu sur le champ et ce serait normal. Ceux qui n'ont plus peur, ce sont les pays baltes, Xavier Titelman, avec la Lituanie qui propose une participation à une opération de l'OTAN. Les navires lituaniens commencent à participer à l'opération de protection des infrastructures critiques. Et puis les Lituaniens qui disent ceci: au cours de la mission, les navires lituaniens effectueront des tâches de patrouille et de surveillance, coopéreront avec les forces alliées de l'OTAN et utiliseront les technologies modernes afin de détecter et de prévenir à temps les menaces potentiel. La Lituanie qui va donc se joindre à des plans sur le long terme avec l'OTAN. Écoutez. Cela correspond tout à fait aux exigences du processus actuel de planification de la défense de l'OTAN. Et nous, avec notre division, nous nous intégrons. Et ce n'est pas une exagération. Nous nous intégrons dans les plans de défense de l'OTAN qui sont vitaux pour notre région. Vous étiez dans cette zone-là, Xavier Titelman, à peine il y a quelques semaines, puisqu'en décembre, la Lituanie qui a augmenté son PIB, son augmentation de son... PIB affecté à la défense. PIB affecté à la défense. Merci Xavier Titelman, à 5,6% pour les Lituaniens. Est-ce qu'ils sont dans une logique claire par rapport aux autres pays européens, selon vous? Alors, ils sont en première ligne. Donc, logiquement, ils font plus d'efforts que les autres parce qu'ils ont conscience du risque. Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé, ne serait-ce que depuis 10 jours. Vous avez le vice-président dédié à la défense de la Douma qui a dit qu'il était logique que les États baltes reviennent dans le giron russe. Vous avez Patrouchev, qui est quand même le conseiller numéro 1 de Poutine, qui nous dit officiellement qu'une fois que l'Ukraine aura disparu, les pays baltes et la Moldavie seront annexés. Vous avez la Douma en 2022 qui avait commencé à retravailler à l'annulation de la reconnaissance de l'indépendance des États baltes et de l'Ukraine accessoirement. Certains vous diraient que ce sont que des paroles. Eh ben non, justement. Les Russes sont en train de nous montrer qu'ils alignent leur agressivité militaire sur leur doctrine politique, sur leur volonté politique d'annexer ces pays. Aujourd'hui, oh les pauvres, c'était des paroles. Eh ben c'est ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Et puis après ils ont montré les muscles et après ils ont envahi l'Ukraine. Il y a des plans qui ont fuité. Une connaissance très claire de leur plan d'invasion de ces pays baltes, c'est 3 ans de pause opérationnelle avec l'Ukraine, que ce soit un cessez-le-feu, une victoire, une défaite, 3 ans de pause opérationnelle. Ils recrutent 800 000 hommes, ils produisent des milliers de blindés et ils font une attaque surprise plus rapide que notre capacité à nous mobiliser. Parce que dans la zone, on aurait 2 ou 3 brigades. 2 ou 3 brigades face à 800 000 hommes, évidemment qu'on ne fait pas le poids. Donc ces pays baltes, ils augmentent leur budget de défense pour atteindre 5%, 5,5%. Nous, on est à peine à 2%, donc c'est évidemment, on est plus loin. Mais ça correspond à la gravité de la menace face à laquelle ils se trouvent. Et aujourd'hui, moi, alors j'étais là-bas, effectivement, j'ai été en Estonie et on a fait j'ai été à bord d'un bateau de la Marine nationale qui est dans la zone, qui s'appelle la Croix du Sud. Et oui, ils sont en première ligne aussi pour faire du déminage, autre chose, pour la vérification de la sûreté de navigation dans cette région. Et c'est normal que tous les pays de la région et les pays de l'Europe participent pour éviter cette escalade russe. Est-ce que 5%, c'est assez selon vous? Quand on voit la vitesse de production des Russes à l'heure actuelle, qui n'ont pas non plus le même rapport au travail, il n'y a pas de loi du travail pour eux, et puis les jeunes peuvent travailler même la nuit. Quand on en est à cette situation-là avec les pays baltes, qui sont confrontés directement, est-ce que clairement 5% c'est assez? Pour ces pays-là, c'est normal, puisque c'est des petits pays qui ont à peine 1 million d'habitants, et logiquement, il faut qu'ils mettent une plus grande proportion de leur PIB pour se défendre. Nous, on n'atteindra jamais 5%. Si on atteint 3% un jour, ce sera un niveau qui sera normal, étant donné le niveau de la menace, mais je ne crois pas qu'on puisse y arriver quand même relativement rapidement. Après, il faut aussi comprendre qu'effectivement, la Russie, aujourd'hui, elle produit 6 000, 7 000 drones kamikazes par jour. C'est des drones à 200 €. Et nous, si on était confronté aux Russes aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit capable de développer cette industrie low cost. Nous, notre missile anti-char, il est génial. Le Acheron, il coûte 300 000 €. Les Ukrainiens, ça coûte moins de 1 000 € pour avoir un drone avec une fibre optique qui fait quasiment la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a des armes qui sont exceptionnelles, mais qui coûtent 300 fois plus cher que ce que les Russes et les Ukrainiens utilisent pour se faire la guerre aujourd'hui. Donc, on n'a pas forcément besoin de multiplier par 10
notre dépense de défense pour faire 10 fois mieux. Il faut aussi qu'on soit capable de s'armer dans le low-cost qui permet d'obtenir de la masse. Justement, on parlait également de l'Estonie où vous êtes rendu. Est-ce que concrètement, ça va être quelque chose qui va changer la donne? Regardez, l'Estonie qui étend donc la protection de la zone économique maritime, la marine en cas de menace et si nécessaire a le droit de recourir à la force dans toute la zone maritime de l'Estonie, y compris dans la zone économique. Est-ce que c'est un tournant majeur de faire ceci? Non, c'est relativement normal. Ce qu'ils disent simplement, c'est que oui, il y a une liberté de navigation dans la zone, puisque un petit peu comme au niveau de la Turquie, évidemment, il faut traverser ses eaux territoriales pour passer le Bosphore, pour passer de la mer Noire à la Méditerranée. Évidemment, quand vous passez au large de l'Estonie et de la Finlande, il y a une liberté de navigation, alors qu'on est dans des espaces maritimes qui sont propriété de ces États. Donc si jamais il y a un pays riverain, la Russie évidemment, qui est agressive, qui passe dans la zone, qui représente une menace, qui casse des câbles et qu'on décide finalement d'intercepter leurs navires, c'est quelque chose qui serait normal et naturel. Parce que c'est ce qu'a fait la Finlande. La Finlande a été intercepter un des navires de la flotte fantôme russe. Oui. Ils ont été à bord de ce bateau civil parce qu'ils venaient de détruire un câble. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Énormément de systèmes de renseignement qui se trouvaient à bord, des systèmes pour capter et faire du renseignement contre nous. Donc c'est pas si normal que ça au final, puisque ça va servir aux Estoniens de pouvoir détecter potentiellement des matériaux de surveillance ou autres. Si les Russes recommencent, ça voudrait dire que l'Estonie se permettra d'intercepter son bateau, y compris si c'est un faux bateau civil, puisque les Russes utilisent des bateaux civils. Il y a quelques temps, il y avait une frégate française qui était dans la zone, c'est pas connu ce que je vais vous dire là, qui a été survolée sur le plateau de LCI. Un navire français, une frégate française qui a été survolée dans la zone par un drone qui a été lancé depuis un bateau civil russe. Voilà, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc ces bateaux civils russes qui ont des attitudes qui sont du renseignement, du survol sur une frégate française, c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. On ne s'est même pas permis d'intercepter ou de détruire ce drone qui, encore une fois, représente potentiellement une menace. Maintenant, un petit drone peut larguer des grenades, on le sait très bien avec ce qui se passe en Ukraine. Donc ça veut dire simplement que l'Estonie se réserve le droit de faire ce qui est juste s'il y a un bateau civil, un faux bateau civil russe qui est menaçant dans la zone. Autre pays menacé, la Roumanie qui a fait décoller des F-16 après avoir aperçu des drones russes sur les villes ukrainiennes près du Danube. L'un des drones aurait pu tomber sur la côte roumaine. Regardez ce que dit le ministère de la Défense de Roumanie. En raison de cette situation, 2 avions F-16 de la force aérienne Roumanie ont décollé de la base 86 de Borcea pour surveiller la situation aérienne. Est-ce que, concrètement, ces drones ont violé l'espace aérien de la Roumanie? Et quelle cible visaient ces drones exactement? Alors, il y a un port sur le Danube qui fait la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, qui est très utilisé pour exporter du grain, etc. C'est le port d'Izmaïl qui est ici. Donc régulièrement, les Russes tirent sur ce port d'Izmaïl ou essayent de tirer dessus. Et une partie des missiles russes n'ayant pas la précision nécessaire, il y en a une partie qui tombe de l'autre côté de la frontière. Et vous avez des missiles russes qui tombent en Roumanie. Et donc la Roumanie fait décoller ces avions en se disant si jamais ça passe, on sera capable de les intercepter. Parce que par le passé, justement, quand ça passait, ils les regardaient passer, ils les regardaient tomber par terre. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on ne soit pas capable de proposer à l'Ukraine une protection de cette zone. Puisque c'est juste de l'autre côté, à 100 mètres près. Ces drones russes, on pourrait les intercepter, on pourrait les détruire. Mais par manque de volonté politique, par faiblesse face aux Russes, on ne se permet même pas d'intercepter les drones qui passent. Mais il y a d'autres cas dans lesquels les Russes utilisent et violent volontairement l'espace aérien, notamment de la Roumanie, parce que quand ils arrivent par le sud, un petit peu discrètement, on les regarde passer en se disant j'espère que ça ne va pas tomber sur nous, mais ça permet d'attaquer l'Ukraine d'un côté où ces radars ne sont pas orientés. Les radars ukrainiens sont orientés dans la zone face à la Russie, mais quand ça arrive de Roumanie, du coup, ils ne sont pas prêts et on pourrait intercepter ces missiles, mais on ne le fait pas. Attendez, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que du côté de la Roumanie, on ne positionne pas les défenses antiaériennes ou autres par peur de la réaction de la Russie? Elles sont positionnées, y compris les Français sont présents dans la zone avec les systèmes de défense aériens SAMPTE. Oui. Et quand la Russie viole l'espace aérien de la Roumanie, nous n'interceptons pas les missiles qui passent, ni avec les F-16, ni avec les systèmes de défense aériens. Dans le cas présent, il n'y a pas eu de viol de l'espace aérien. Ils ont décollé au cas où ça rentre, on le détruit. Ça aurait été quand même une première, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais ils ont techniquement la possibilité d'intercepter ces missiles qui sont à 2 km de l'autre côté.
Un missile de défense aérien OTAN, là on va sur des F-16, ça va sans problème à 20-30 km. On pourrait assurer une protection de l'Ukraine sur 20-30 km sans même avoir besoin de s'enfoncer dans le territoire ukrainien en restant dans notre espace aérien. Légitimement, on pourrait dire les missiles russes qui arrivent, les drones kamikazes russes qui arrivent, c'est notre espace aérien. Peut-être qu'ils vont tomber chez nous dans 1 minute 30. Interceptons-les. Ça ferme la possibilité aux Russes de bombarder, encore une fois, des infrastructures civiles qu'ils attaquent tous les jours. En parlant de drones, Xavier Titelman, parlons des Iraniens reçus par Vladimir Poutine aujourd'hui. La Russie a demandé des drones à l'Iran, à nouveau, en échange de technologies nucléaires pour l'Iran. On parlait de franchir les lignes tout à l'heure. Et justement, les renseignements occidentaux ont dit ceci dans The Sunday Times, donc le journal britannique, alors que leurs relations stratégiques s'approfondissent et que la Russie dépend des missiles et des drones iraniens, on craint que Moscou ne soit sur le point de franchir ces lignes rouges précédemment établies concernant le programme nucléaire iranien. Franchir les lignes rouges, c'est tout de même une sémantique qu'on entend depuis le début de cette guerre. Vous parliez de fermeté à l'instant. Est-ce que concrètement, cette alliance Iran-Russie peut permettre de franchir les lignes rouges? Est-ce que vous y croyez? Mais c'est déjà le cas et ça va encore accélérer. Et c'est pas qu'avec l'Iran, c'est aussi avec la Corée du Nord. Quand on voit les missiles nord-coréens qui sont utilisés aujourd'hui, on sait que c'est un dérivé du missile Topol russe, missile balistique nucléaire qui a une portée de plusieurs milliers de kilomètres de distance. Et on sait, parce qu'ils l'ont développé en à peine 1 an et demi, que ce n'est pas possible qu'ils le fassent eux-mêmes. Les Russes participent à la prolifération de niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont donner à ces pays dangereux et agressifs des armes conventionnelles. Certainement que la Corée du Nord va recevoir des MiG-29. Certainement que l'Iran va recevoir des Sukhoi 35 qui ont été refusés par l'Égypte, qui a finalement choisi de se tourner vers les Rafales, et tant mieux. Et c'est-à-dire qu'il y a déjà une force conventionnelle qui se développe. Mais en plus, ils font ce qu'on appelle de la prolifération pour les missiles à longue portée, leur donner la possibilité d'aller plus loin. Alors ils violent déjà les traités en achetant des missiles qui vont à plus de 300 km auprès de l'Iran. C'est totalement interdit. Ils s'en sont vantés. Lavrov l'a dit. On se permet de violer les traités et de ne pas demander au Conseil de sécurité pour violer les traités. Alors que nous, de notre côté, on continue à ne fournir à l'Ukraine que des missiles qui vont à 300 km. Ceux qu'on leur fournit, ils pourraient aller plus loin, mais on restreint la capacité de nos missiles. Donc ils violent les traités. Ils vont continuer à le faire. Et maintenant, c'est quasiment de l'officialisation de ce transfert de technologie, 1, sur le balistique, et 2, potentiellement, sur le nucléaire. Oui, ce sera une ligne rouge. Et quelle sera notre réponse? La seule réponse que les Russes vont entendre, c'est à chaque fois qu'ils font une menace ou qu'ils rentrent sur ces actes délictueux de violation des traités internationaux, c'est de plus armer l'Ukraine. Si on avait dit à chaque fois que vous faites une menace nucléaire, on donne 100 000 obus à l'Ukraine, on leur donne 100 missiles de croisière, on leur donne 10 avions de chasse, encore une fois, la fermeté, c'est un dialogue, la fermeté. On veut rétablir le dialogue avec la Russie via Trump. Eh bien, la fermeté, la transmission d'armes à l'Ukraine, c'est aussi une forme de dialogue et c'est la seule qui va marcher. Pour l'instant, la stratégie, c'est surtout de permettre aux Ukrainiens de produire eux-mêmes. Production également de drones. On parle de fabrication ukrainienne. On va le voir sur notre écran. Aujourd'hui, 33 à 34% des armes en Ukraine sont de fabrication ukrainienne. Moins de 30% viennent d'Europe et 40% des États-Unis. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est une stratégie qu'on va voir sur le long terme? Désormais, Trump va prendre le pouvoir dans à peine 2 jours pour devenir président des États-Unis. Il a instauré une sorte de rapport de force, mais il a aussi parlé de ces fameuses négociations. Vous parliez de ce cessez-le-feu pendant 3 ans avec des plans qui auraient fuité. Concrètement, est-ce qu'on va vers cette trajectoire-là, c'est-à-dire juste permettre aux Ukrainiens de produire eux-mêmes? Alors, il faut de toute façon que les Ukrainiens produisent par eux-mêmes parce qu'on ne leur fournit pas assez d'équipements, mais aussi parce que les matériels qu'ils produisent sont d'une meilleure qualité. Je pense par exemple aux drones dans lesquels c'est eux qui font la révolution, c'est eux qui montrent l'exemple et c'est eux qui sont les meilleurs. Là, on reconnaît un drone de grande taille qu'on appelle la famille des Baba Yaga, il ressemble au R-18 de mémoire. C'est un drone qui a une capacité en bord d'une trentaine de kilos et qui va être capable de faire du bombardement. Leur drone, ce drone-là, il coûte 20 000 €. En France, pour 20 000 €, on n'arrive pas à faire une petite munition kamikaze. Donc évidemment, ils sont capables de produire en très grande quantité de la masse. On me dit qu'ils produisent 1/3 de leur propre armement, mais ils produisent plus de 90% des drones qu'ils vont consommer. Donc ça, c'est quand même un domaine dans lequel ils sont devenus champions du monde et ils sont le seul pays qui sait aujourd'hui produire du drone
qui est utile et efficace contre les Russes. Il y a les autres domaines dans lesquels il y a des partenariats, par exemple des sociétés françaises, allemandes, suédoises. Qui a envoyé récemment. Là, on fournit des drones. Mais là, les partenariats industriels, c'est pour permettre de produire localement en Ukraine des blindés, par exemple. Et vous avez comme ça Rheinmetall, les Suédois, etc., qui produisent sur place, ou alors des munitions qui sont directement produites sur place. Ça simplifie la logistique. Les Russes ne sont pas capables de taper dessus parce qu'ils continuent à taper sur les infrastructures civiles. On est quand même à 2400 établissements de soins qui ont été ciblés par la Russie d'après les chiffres de l'ONU, de l'OMS. Ça, c'est autant de missiles en moins qui ne sont pas tombés sur les infrastructures militaires et les usines de l'Ukraine, et tant mieux. Des usines de l'Ukraine, mais qui sont associées à tout de même des bannières OTAN, puisque avec des entreprises allemandes comme Rheinmetall, dont vous avez parlé, est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence ? S'ils pouvaient les détruire, les Russes les détruiraient. Quand ils détruisent le stock de l'ONU, sur lequel il y a la Croix-Rouge de l'ONU sur le toit, les entrepôts de l'ONU, de la Croix-Rouge, pardon, il n'y a aucun doute sur le fait que les Russes savent sur quoi ils tapent. Donc si demain ils avaient la possibilité de détruire les aéroports desquels les avions de chasse ukrainiens font des dizaines de missions par jour, ils le feraient. Donc il y a ce besoin ukrainien de monter en puissance parce que nous ne montons pas en puissance et que les dons, leur donner 10 millions d'euros, la production qu'ils feront eux pour 10 millions d'euros sera infiniment supérieure à ce que nous on peut fournir pour 10 millions d'euros. Un drone patrouilleur français, il coûte 20 millions d'euros. Alors, les Ukrainiens n'ont pas de drone équivalent à celui-là parce que ces drones ne sont plus pertinents sur le terrain aujourd'hui. Par contre, ils vont être capables de faire des centaines et des centaines de drones. Donc, il y a aussi un choix stratégique d'orientation du flux monétaire. Eux, ils font plus avec moins d'argent que nous. Donc, ça vaut le coup parfois de leur donner l'argent et qu'ils fassent énormément de petits armements pas chers, low cost, plutôt que de leur fournir une ou deux pièces qui ne vont pas forcément faire la différence. J'aimerais qu'on parle également du terrain, de ce qu'il se passe du côté de Koursk, puisque vous allez le voir sur ces images, Volodymyr Zelensky a décoré les soldats ukrainiens qui ont pu tuer des soldats nord-coréens du côté de Koursk. C'était une cérémonie qui avait eu lieu aujourd'hui. Les Ukrainiens qui continuent de pousser du côté de Koursk et l'ISW qui nous rapporte ceci. Vous allez le voir, les forces armées ukrainiennes peuvent détruire le groupe militaire de la RPDC dans la région de Koursk. L'ensemble du contingent nord-coréen d'environ 12 000 personnes actuellement dans l'oblast de Koursk pourrait être tué ou blessé au combat d'ici la mi-avril 2025 si les forces nord-coréennes continuent de souffrir de leur taux de perte élevé. Selon vous, concrètement, combien de temps les Ukrainiens peuvent garder Koursk ? On sait à quel point c'est important pour notamment les négociations que Donald Trump veut mettre en place. Est-ce que les Ukrainiens sont encore capables de garder ce territoire-là pendant un certain temps, notamment jusqu'à la mi-avril, comme le dit l'USW ? Du point de vue ukrainien, il vaut mieux que les Russes se battent pour récupérer leur propre territoire plutôt qu'ils se battent pour envahir plus d'Ukraine. Le jour où il y aura un cessez-le-feu, si les Russes se battent et perdent des dizaines de milliers d'hommes, c'est la réalité aujourd'hui. À Koursk, j'ai des Français qui sont battus dans la zone. C'est dramatique ce qu'ils nous racontent, c'est d'une dureté effroyable, mais face à eux, ils tuent tellement de monde que c'est l'équilibre, statistiquement, ça vaut le coup de continuer parce que les Russes mettent énormément de moyens dans la région avec des équipes qui ne sont pas forcément du même niveau. Dans la région de Koursk, les Ukrainiens, eux, ils ont déployé les chars Abrams, les chars Léopard, donc les chars de bonne qualité, ils ont la bonne artillerie, ils ont les drones en quantité nécessaire et donc c'est pour ça que au début, ça date quand même du mois d'août, Poutine avait dit il faut qu'au mois d'octobre, le 1er octobre, il faut que cette poche soit nettoyée. Ça a été reporté à la fin de l'année, ça a été reporté à début février. On est maintenant à la mi-janvier et maintenant on parle, finalement ça va tenir jusqu'au mois d'avril. Donc oui, il y a un effort important de la part de l'Ukraine parce qu'il y a 60 000 Russes et Nord-Coréens qui sont en train de se battre pour cette zone. Et si jamais les Ukrainiens ne se battaient pas pour cette région, ça ferait 60 000 Russes en plus qui seraient en train d'envahir le Donbass ou une autre zone. Justement, est-ce que ce qu'il se passe dans le Donbass est irrémédiable selon vous ? Le Donbass aujourd'hui ne vaut plus rien. Parce que c'est occupé, parce que c'est détruit, parce que les champs sont remplis de cadavres de drones. Un drone, quand il explose, il y en a 10 000 par jour qui explosent dans la zone. 10 000 par jour. C'est des plombs, c'est du cadmium, c'est des batteries pour les drones kamikazes. Donc les champs sont inexploitables, les villes sont vidées et sont détruites. Donc la Russie se bat pour des champs de ruines et l'Ukraine se bat pour éviter qu'il y ait d'autres villes qui soient détruites demain. Oui, l'Ukraine aujourd'hui, elle n'a pas la possibilité de récupérer le Donbass militairement. Elle espère le faire dans 20-30 ans. Ils m'ont donné l'exemple. Comme l'Allemagne a récupéré l'Allemagne de l'Est après 50 ans d'occupation, nous aussi, on se donne simplement plus de temps.
Merci beaucoup Xavier Titelman, c'était fascinant de vous entendre sur tous ces sujets et d'aller dans le concret, de comprendre réellement ce que veulent dire ces images qu'on vous montre continuellement.